Je pensais que c'était juste une protection provisoire. Au début, il y avait personne, ça arrive au fur et à mesure, dans les derniers moments. Lui, c'est le conducteur. Ah, vous l'avez pas? Non. Parce que j'en ai pas imprimé d'autres, je suis désolée, je voulais Par mail? Ah oui, je voulais envoyer. Mercredi. Mais par contre, on va avoir un problème. Oui. Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce débat d'experts. Donc, je suis Audrey Corcos, la journaliste qui va animer le débat. Le débat aujourd'hui qui s'intitule « Marché immobilier, est-ce le moment d'investir et quels outils de défiscalisation privilégier ?» Alors, juste, je vous informe que vous avez la possibilité de poser des questions. Alors là, j'ai perdu l'écran de la tablette, mais en fait, vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de l'avancée du débat. Et en fait, ces questions seront abordées à la fin. Juste que je retrouve le document, mais bon. Voilà. Alors, je vais vous présenter nos trois intervenants aujourd'hui. Donc, Régis Comartin, en partant du bout de la table. Bonjour à toutes et à tous. Puis, bonjour Régis, business développeur au sein du pôle financement M Capital. Tout à fait. Salvatore Galetta, directeur général ICAP Partners. Bonjour Salvatore. Bonjour. Et Arik Poney, directeur commercial Histoire et Patrimoine. Bonjour à tous. Je vous propose de commencer dans un premier temps par une présentation rapide, chacun de votre société, de la façon dont vous intervenez sur l'immobilier et également de nous donner un éclairage sur la façon dont vous avez géré le confinement, mais aussi la crise actuelle, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour justement faire face à cet environnement très particulier. On peut commencer avec vous, Régis ? Avec plaisir. Donc je me présente de nouveau, Régis Comartin. Je travaille au sourcing chez M Capital. M Capital, c'est une société de gestion de fonds qui a été créée, qui est née de la rencontre entre le groupe BPCE et un groupe d'entrepreneurs en 2002, donc on aura bientôt 20 ans, et qui est devenu indépendant il y a 5 ans. Ses associés et fondateurs, du coup, ont repris cette société qui est spécialisée dans l'equity, capital risque, capital développement, sur de la dette privée assez spécialisée aujourd'hui par l'intermédiaire d'un fonds tourisme, et bien évidemment sur la partie immobilière que je représente aujourd'hui et qui est le sujet qui nous réunit. Donc M Capital, c'est une activité diversifiée, une activité ciblée sur désormais l'immobilier au travers du financement des opérateurs immobiliers. C'est le sujet du jour. Et en quelques chiffres, c'est 60 salariés, c'est 40 opérateurs immobiliers partenaires, c'est 30 millions d'euros de financement d'opérations immobilières annuelles et environ 90 opérations commercialisées ces dernières années. Et au final, plus de 900 logements financés ou coproduits. Ok, super, merci. Salvatore, est-ce que vous pouvez nous présenter ICAP Partners, quelques chiffres, etc. Très bien. Alors, rebonjour à nouveau. Effectivement, je m'occupe du développement de diverses entités au sein de ICAP. La société ICAP Partners a fêté ses 30 ans l'an dernier, donc c'est voilà, une expérience qui remonte à loin, puisque certains d'entre vous, peut-être les plus anciens, ont connu fin des années 80, début 90, la financière Exelmans, qui ensuite a été reprise et est devenue le département patrimoine de Dexia Partners, et qui ensuite a été racheté, le département a été racheté par la Caisse nationale de prévoyance, et donc la structure CNP Capéor. Et c'est au début des années 2010 que le groupe ICAP décide de racheter cette plateforme, puisque la société ICAP, en fait, le groupe a diverses activités. Au départ, il s'agit d'une société de gestion de portefeuille sur les marchés financiers avec une clientèle essentiellement institutionnelle et qui a décidé de s'intéresser à un moment donné au retail et donc a mis la main sur le département patrimoine de la CNP et donc qui est devenu ICAP Partners par la suite. Donc ICAP Partners, au travers de 3 entités, nous communiquons auprès des partenaires conseillers en gestion de patrimoine, qu'ils soient courtiers en assurance avec la société ICAP Partners, qu'ils soient CIF,
toujours avec le statut ICAP Partners, qu'il soit carte de transaction avec la société ICAP Immobilier, dont le nom a été mis en place l'an passé, puisque vous avez probablement connu la société Solutions Investissement Conseil auparavant, qui distribuait des produits immobiliers. Et puis la petite dernière qui a été créée l'an dernier, qui est une structure qui est dédiée aux opérations que nous montons, que nous créons en immobilier, qui est ICAP Réalisation. Voilà, donc nous avons en gamme produits, nous travaillons sur la partie financière avec les produits assurance vie, retraite, investissement aux capitaux de PME, et puis sur la partie immobilière, qui est effectivement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes concepteurs de la majorité des opérations que nous proposons à nos partenaires. Donc soit nous travaillons en tant que concepteurs, soit nous travaillons en tant qu'exclusifs sur les dossiers que nous référençons. Et c'est ce que viennent chercher les partenaires chez nous, c'est cette particularité de produit. D'accord, avec une vue à la fois sur le marché immobilier, mais aussi sur les marchés financiers. Tout à fait. Arik Poney. Bonjour à tous. Arik Poney, je suis le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine. Histoire et Patrimoine, c'est un groupe qui a 30 ans, spécialiste français de la réhabilitation de patrimoine ancien, donc essentiellement sur 3 pôles d'activité, la réhabilitation monuments historiques, la réhabilitation en loi Malraux et le déficit foncier, sachant que le monument historique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est juste une extension du déficit foncier qui permet juste d'aller avoir une diminution de la base imposable un peu plus importante que ce qu'on peut faire en déficit foncier. Histoire et Patrimoine, c'est un groupe qui a 30 ans, qui est affilié maintenant depuis 5 ans, puisqu'on est devenu filiale à 100% du groupe Altarea Cogedim. Donc notre spécialité, ou en tout cas notre activité, c'est de travailler quasiment exclusivement avec des CGP, alors des CGP indépendants, des CGP qui peuvent être affiliés à des grands groupes pour proposer nos produits. On accompagne les clients et les CGP donc du début sur la recherche de foncier, les animations de réunion dont vous pourriez avoir besoin, l'accompagnement en rendez-vous, et par la suite on a aussi une filiale qui s'occupe de la recherche de financement et de la gestion. Donc on est du début à la fin en accompagnement avec nos clients et nos CGP. D'accord, donc vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur. On va faire un point sur le marché immobilier et je vais commencer par vous, Régis. Dans votre activité de financeur de projets, de soutien aux promoteurs, quelles sont les forces que vous voyez, les forces du marché immobilier actuellement ? Moi, je pense que nous allons être unanimes pour dire que la période, elle est un petit peu compliquée pour faire des prévisions. À l'instant T, c'est toujours très compliqué de se projeter. Par contre, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut tirer quand même quelques enseignements des mois qui se sont écoulés, Covid compris. Alors on peut faire l'analyse Covid compris ou Covid exclu, mais cette période, elle est quand même très compliquée à analyser. Donc sur le marché résidentiel, en tout cas, les 3 piliers de ce marché que sont la démographie, l'évolution des modes de vie et l'économie, on peut dire que la démographie, elle est toujours au rendez-vous, notamment dans les grandes métropoles. Quand on parle de l'immobilier résidentiel, c'est pas un grand secret que de dire qu'il manque de logements dans ces grandes métropoles. Pour rappel, je crois que le plan 2015 logement prévoyait de construire 500 000 logements par an. On a, au cours des 5 dernières années, jamais, je crois, dépassé 420 000 logements construits annuellement. Donc, on est toujours en déficit de logement dans des métropoles où la dynamique démographique est relativement importante. Donc, la demande est forte. Ça, c'est un premier point très positif. Quelle que soit la période, même si on intègre la période compliquée que l'on vient de vivre. Qui plus est, le logement reste une priorité des Français. C'est une priorité même absolue. On a toujours le rêve d'accéder à la propriété. Donc, cette demande, elle est soutenue par la démographie, par également l'évolution des modes de vie. Aujourd'hui, si on parle de la période Covid, c'est vrai que les Français recherchent la maison et un certain rêve autour de ce produit-là, mais le rêve va être rattrapé par une réalité économique. Est-ce que les Français qui rêvent de maison sont toujours solvables pour acquérir ce type de bien ? C'est une question en suspens. Et enfin, sur la partie économique, il y a des villes qui ont été plus impactées que d'autres en termes d'emploi et qui vont se répercuter du coup sur le marché de l'immobilier résidentiel à très court terme. Je l'espère moins à moyen terme. Et je pense qu'à long terme, le marché redeviendra très positif sur l'immobilier résidentiel, soutenu essentiellement donc, par la démographie.
D'accord. Et aussi, comme vous le disiez, par les aides économiques finalement qui soutiennent pour le moment encore le marché. Oui, tout à fait. Limité, les taux d'intérêt sont historiquement bas depuis des années, donc la solvabilité des acquéreurs potentiels est soutenue par ces taux d'intérêt. Donc la conjoncture est plutôt favorable, en tout cas les curseurs sont plutôt favorables pour dire que l'immobilier résidentiel est plutôt protégé en ce moment par ces facteurs-là, avec toute l'incertitude que l'on peut avoir. Et puis malgré tout, dans ce marché de l'immobilier résidentiel, et dans les conditions d'accès au crédit, on voit bien que les conditions d'octroi commencent à se durcir un petit peu, même si les taux d'intérêt restent faibles, les conditions évoluent suivant les banques. Donc voilà, il y a des facteurs plutôt positifs, en tout cas je le perçois comme cela, et des facteurs qui tendent à ralentir le marché, bien évidemment. Ouais, dont on parlera tout à l'heure, justement. Oui, dont on parlera tout à l'heure. Salvatore, l'immobilier résidentiel, finalement, c'est qu'une classe d'actifs sur le grand ensemble du marché immobilier. Pour vous, quels sont les atouts de cette classe d'actifs par rapport à d'autres Alors, si vous le permettez, je souhaiterais remettre juste dans le contexte dans lequel nous sommes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je suis ravi de voir la salle. Je pense qu'on est tous contents ici, parce qu'on ne pariait pas beaucoup on pariait pas cher, on va dire, sur la présence de vous tous ici, un vendredi en fin de matinée. Et compte tenu des circonstances, donc la salle, on va dire, compte tenu des places disponibles, semble quasi pleine. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Je pense qu'on pense tous la même chose là-dessus. Si je fais cette parenthèse aussi, c'est pour dire que le marché, qu'il soit financier ou immobilier, même si dans le domaine du financier, on avait quelques fragilités avant la période du confinement, fin d'année dernière, début de cette année, ce qui n'était pas le cas pour l'immobilier, on est entré dans une crise qui a explosé au travers de facteurs exogènes à l'économie. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur un contexte sanitaire. L'économie fonctionnait avec, je le répète, quelques fragilités par-ci par-là, quelques particularités par-ci par-là, mais on était sur une certaine dynamique qui était intéressante avant de rentrer dans cette période de confinement. La sortie du confinement, on retrouve à peu près les mêmes facteurs, c'est-à-dire que les rebonds qu'on a pu voir au mois de mai et juin, que nous avons en tout cas observés dans nos activités, ne sont pas liés encore à l'économie elle-même, mais sont liés à la confiance qu'ont pu avoir les gens grâce aux politiques budgétaires qui ont été mises en place, et donc effectivement, comme vous le disiez, grâce au soutien de l'État. Donc on est sur, que ce soit sur le financier ou que ce soit de manière générale ou que ce soit sur l'immobilier aujourd'hui, on est un peu décorrélé de la réalité économique que vivent ou que vont vivre dans les semaines et mois à venir, que nous allons tous vivre dans les semaines et mois à venir. Donc c'est vrai que c'est difficile de donner un diagnostic. Par contre, je pense que pour effectivement se faire une idée de l'immobilier, aujourd'hui nous avons en moyenne en France, que je ne dise pas de bêtises, oui, ça représente à peu près 36 millions de ménages. 36 millions on va dire d'habitations, de logements, parce qu'un logement égale un ménage. Sur ces 36 millions, vous avez 82% qui sont de la résidence principale. Le reste, c'est la résidence secondaire, résidence mise en location, etc. Donc sur ces éléments-là, il faut savoir que 56% de ces logements sont des logements individuels et qu'avant 2008, avant la crise de 2008, vous aviez une prépondérance des logements individuels sur les logements collectifs. Entre 2008 et 2013, il y a eu un équilibre entre les logements individuels et le logement collectif, donc entre les maisons et ceux qui habitent en appartement, en immeuble. Et puis depuis 2013, il y a une quantité plus importante sur le marché de résidences principales qui sont en collectif. Donc ça, c'est intéressant à voir parce qu'on est en train de parler de l'immobilier et de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier d'habitation. Lorsque l'on travaille sur... Et là, on parle d'immobilier direct. Le marché, souvent dans les conférences, et j'essaye de faire pencher la balance, parfois, dans le milieu de la gestion de patrimoine, on a une forte prépondérance au domaine financier et donc à la financiarisation, même le mot est difficile, de l'immobilier au travers des SCPI. Et lorsqu'on regarde le marché des SCPI, le portefeuille des SCPI, il faut savoir qu'on a une moyenne environ de 6 milliards de collectes en SCPI, et il y a seulement 200 millions qui sont dédiés à l'habitation au sein des SCPI. Tout le reste, c'est du bureau,
du commerce, des entrepôts. Donc ça veut dire qu'on a grosso modo 3% à l'habitation, alors que c'est un marché, comme je viens de vous le dire, avec le nombre, avec la population que nous avons en France, avec la population de logements qui existe, et avec le besoin, comme on le disait tout à l'heure, sur ce logement, sur ce déficit de logement permanent, qui est un marché qui va nous permettre de nous dire, l'avantage donc, c'est ce qu'on constate en tout cas à l'instant T, qu'il y a une vraie résilience, qu'il y a un vrai maintien de ce marché aujourd'hui, même si on commence à voir les quelques menaces, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas on est sur une base d'investissement qui est sécurisante. Et j'en prends pour preuve, pendant la période du confinement, lorsque tous les opérateurs, notamment ceux qui sont sur les salons comme ici, ont commencé à communiquer auprès de vous, partenaires. À titre personnel, ma boîte mail a explosé. Il y avait des informations de partout, tous les jours, plusieurs fois par jour. On a vécu le télétravail, on a vécu les webconférences, les vidéoformations. Voilà, on était dans une augmentation énorme de l'information pour nous dire ce qui se passe, comment faire, comment réagir, etc. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit, nous, à ce moment-là ? C'est comment rester au contact avec vous sans en rajouter une couche pour vous dire quoi faire ou ne pas faire. Donc nous avons décidé de faire un sondage. Peut-être que certains d'entre vous ici l'ont reçu, un sondage auprès de nos partenaires, deux sondages d'ailleurs, un en début de confinement et l'autre à la fin du confinement. L'objectif était de savoir comment vous réagissiez en tant que professionnel et comment réagissaient pour vous vos clients. De vos yeux, comment réagissaient vos clients. Donc ce qui a été intéressant, c'est de constater que d'abord, premier point excessivement positif, c'est que plus de 80% d'entre vous êtes restés actifs. Vous ne vous êtes pas mis la tête sous l'oreiller en attendant que ça passe. Même si certains nous ont dit qu'ils étaient tétanisés, la majorité, plus de 80%, ont continué à suivre leur portefeuille, ont continué à préconiser des solutions de conseil pour leurs clients ou à gérer leur quotidien en tout cas. Et gérer ce mode de fonctionnement est resté le même pendant toute la durée. Parce qu'on a retrouvé ces mêmes chiffres à la fin du confinement. À ceci près qu'on a constaté que lorsqu'on pose la question, il y avait 5 questions très ciblées, donc un sondage très court, on constate que ce sur quoi veulent aller les investisseurs à ce moment-là, que ce soit en début de confinement ou à la fin du confinement, systématiquement, on a trouvé l'immobilier en première position ou deuxième position juste après le contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est un signe fort, parce qu'on sait tous que, on nous le dit, on nous le rabâche, que l'épargne est là, que les particuliers ont gardé de l'épargne, ils ont craint cette situation, donc ont évité de trop s'engager, et donc il y a une forte probabilité pour qu'ils aillent et qu'ils continuent à aller dans ce domaine-là dans les mois à venir. Ok. Merci Salvatore. Arik, sur l'évolution de la demande également en résidentiel, avec l'impact de la crise sanitaire, l'impact également des mesures gouvernementales, comment vous l'évaluez dans votre activité au jour le jour ? Alors c'est encore bientôt pour faire une analyse profonde. En tout cas, on a vu un début d'année qui était... on est très sollicité, on avait une offre produit qui permettait de répondre aux besoins des clients. Et puis, je vais reprendre les propos de Salvatore. C'est vrai qu'on a eu cette crainte quand on a été confiné et, de voir un peu l'activité s'écrouler. Donc on a vraiment mis en place, en tout cas, des solutions pour aider, pour accompagner. On est passé à la signature électronique, mais là, je parle pour ma partie personnelle. L'évolution du marché, il y avait déjà des prémices, des petites annonces sur une évolution, sur l'importance du développement durable. Donc c'est vrai que nous, on est sur de la réhabilitation, donc on se rend compte que la réhabilitation, c'est conserver un logement dans l'état, c'est aussi aller chercher des surfaces, ou en tout cas des jardins, des terrasses qui soient plus agréables à vivre. Donc le but, c'est de surtout coller aux besoins des clients. On est sur des clients qui nous sont apportés par des partenaires, avec encore un fort levier fiscal. Donc c'est de rester sur ce qui fait un peu notre analyse du marché, c'est-à-dire de continuer à sortir des produits qui sont en adéquation avec les besoins, et tant qu'il n'y a pas de mouvements fiscaux qui soient importants, et c'est vrai que pour l'instant le gouvernement annonce une stabilité, pour nous c'est aussi rassurant sur le fait que les actifs financiers ont été pour le moins chahutés, et que l'immobilier reste et perdurera, en tout cas, c'est notre espoir sur les prochaines années, comme étant une base d'actifs sécurisés et d'accompagnement pour le patrimoine de vos clients et des nôtres.
D'accord, mais même c'est vrai qu'il est encore un peu tôt pour évaluer les évolutions, au niveau de la demande, est-ce que vous percevez quand même plus de demandes de confort au niveau de l'habitat par rapport à l'emplacement? Est-ce que ça, c'est une petite tendance déjà qui émerge? Oui, mais c'est une tendance qui était peut-être déjà émergente un petit peu avant. C'est vrai que ça a été renforcé. Un besoin d'augmenter les prestations et d'augmenter la qualité. Depuis quelques années, maintenant, l'investisseur va plus regarder uniquement le lieu, le rendement, etc., mais peut-être aussi de voir la durabilité de son bien, comment il va évoluer. Alors nous, on a un avantage, c'est vrai que quand le client nous demande comment sera le bien dans 50 ans, nous, on peut lui dire voilà comment il était il y a 200 ans et comment il sera demain. Donc le but, c'est surtout de conforter, de ne pas négliger le besoin d'avoir un logement de qualité. Et bien sûr, tout ce qui va être aménagement extérieur reste une priorité, même si pour moi, c'était déjà une tendance qui était déjà un peu présente avant le confinement. D'accord. Alors, au niveau des freins, on les a un petit peu abordés, mais très très légèrement. Régis, quels sont les freins que vous voyez justement au développement du marché? Alors actuellement, je ne vais pas revenir sur les conditions d'octroi qui se durcissent parce que du coup, c'est un frein, il existe et on ne sait pas jusqu'à quel point il va devenir un frein important à la solvabilité des ménages. Quelle que soit la typologie de la personne, que ce soit un accédant à la propriété ou un investisseur, parce qu'on peut penser aujourd'hui que certaines banques demandent même à certains investisseurs d'apporter une forme de l'apport justement dans un projet d'investissement locatif type Pinel par exemple. Certaines banques le font déjà. Donc effectivement, le taux de rendement interne de ce type d'opération peut être quand même un petit peu chahuté quand on y met son propre argent et qu'on ne bénéficie pas de la totalité de l'effet levier du crédit. Bon, maintenant, le dispositif Pinel devrait être reconduit, ça a été annoncé. On ne sait pas par contre dans quelle mesure. Est-ce qu'il sera modifié en son sein? On le sait pas. On sait qu'il y aura un dispositif. Il s'appellera toujours Pinel, a priori. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On sait aussi que le prêt à taux zéro va être reconduit. Donc on peut penser qu'il y ait quelques ajustements dans les zones fiscales. On peut penser qu'il soit légèrement modifié en termes d'incitation. Donc ça peut générer des freins à l'avenir. Ou au contraire, même si ce n'est pas le sujet là, de la question, ça peut peut-être être moteur, on verra bien. En tout cas, le doute, pour moi, est un frein. Quand on laisse planer le doute, l'incertitude, le manque de confiance, c'est toujours un frein à l'investissement immobilier. Ça, c'est le premier. Le second, qui me touche plus particulièrement, parce que je suis au contact des opérateurs immobiliers quasi quotidiennement, c'est la chaîne de production qui ne se débloque pas suite aux élections municipales qui ont, elles, été reportées. Donc on était déjà en 2019 dans une période de décélération en termes d'obtention de permis de construire, donc ce qui diminue potentiellement l'offre commerciale à la sortie. 2020 a été accéléré ce phénomène. On pensait que ça allait se débloquer en mars. Comme tout le monde le sait, ça a été plutôt juin pour les grandes métropoles qui ont subi un second tour aux élections municipales. Et derrière ces élections municipales, c'est parfois l'inconnu aujourd'hui dans certaines grandes métropoles avec des nouvelles équipes qui dictent de nouvelles règles et qui laissent planer là aussi le doute sur des permis même qui sont obtenus. Donc on pensait que ça allait se débloquer, ça ne se débloque pas si facilement et en tout cas pas en nombre aujourd'hui, donc ça ne génère pas une offre commerciale suffisante pour être optimiste sur ce sujet-là. Et ça a un double effet, c'est que l'offre étant rare, le prix du foncier continue d'augmenter mécaniquement puisque ce sont liés. Et donc, ça crée encore plus de difficultés pour les opérateurs immobiliers qui ont subi déjà les difficultés liées à la période sanitaire, avec les décalages potentiels de livraison, les retards en tout cas que l'on peut imaginer, même si ça a été plutôt très bien géré par l'ensemble de nos partenaires qui ont subi finalement que peu d'aléas sur les chantiers. Il y a eu une organisation extraordinaire qui s'est mise en place sur les chantiers. Les entreprises ont joué le jeu, les promoteurs ont joué le jeu pour limiter au maximum ce frein-là. Mais force est de constater qu'on en subira quand même potentiellement les conséquences plus tard. Donc quand on parle de retard dans la chaîne de production, généralement ça crée un trou d'air qu'on va retrouver quelques mois plus tard, donc courant 2021, qui seront jamais très bénéfiques pour notre marché aujourd'hui, en tout cas sur le marché de l'immobilier résidentiel.
Sur le prix du foncier, vous évoquiez aussi l'étalement urbain qui est favorisé par cette évolution. Oui, là effectivement, alors c'est une conviction très citoyenne de ma part, mais j'attends avec impatience les premières mesures des municipalités qui ont basculé avec une couleur plus verte, et ce que l'on attend tous au final, sans faire de considérations politiques, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des demandes de logements qui soient plus agréables à habiter, même pour les investisseurs. Vous aviez raison sur le fait qu'ils ne regardent plus que l'emplacement et le rendement, ils regardent aussi la qualité d'usage du logement, c'est un point qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Donc effectivement, l'étalement urbain pour moi c'est un élément clé, c'est-à-dire que quand on ne construit pas à un endroit donné la totalité de la constructibilité, qu'on ne l'utilise pas à plein, mécaniquement on va la faire juste à côté, puis juste à côté, puis juste à côté, et ainsi de suite. Sauf que cet étalement a une double problématique. D'abord l'artificialisation des sols, et on le sait, c'est pas très bénéfique. Et deuxièmement, ça fait augmenter le prix du foncier, mécaniquement. Donc quand on s'étale, on doit aussi créer des infrastructures. On doit revaloriser certains quartiers en y amenant des commerces, des établissements de santé, des écoles. Bref, ça crée des dépenses publiques supplémentaires. Et on n'est pas prêt à cela, clairement. En tout cas, on n'est pas dans la même temporalité. Donc le prix du foncier, pour moi, c'est un point important. Et l'étalement urbain, c'est une des causes de cette augmentation du prix du foncier qui va arriver, à mon avis, très vite, que l'on subit déjà dans quelques métropoles, qui s'étalent trop vite, et qui ne verticalisent pas assez à des endroits stratégiques de centre-ville. Alors, ça ne plaît pas toujours. Puis ça touche une autre problématique, c'est pour un opérateur immobilier, aujourd'hui 80% des permis sont attaqués par des recours de voisinage. C'est une stat qui est assez triste. Alors parfois il y a des recours juste pour prévenir, et puis parfois il y a des recours pour réellement bloquer les sujets ou diminuer les hauteurs. Mais si on diminue les hauteurs de nos centres-villes, mécaniquement, on va s'étaler et on va retomber dans la même problématique. Le prix du foncier sera plus élevé, et donc les prix de sortie seront plus élevés. Et donc on se reposera malheureusement à long terme la question du prix de l'immobilier. Oui, le prix de l'immobilier est trop cher, mais on en connaît les raisons. Et malheureusement, on ne fait pas grand-chose aujourd'hui pour remédier à cela. Et les élections municipales, on va leur laisser un petit peu de temps à nos élus pour se mettre en action et voir comment ils vont nous délivrer ces permis qui sont parfois en attente et bloqués depuis un certain temps. Ouais. Salvatore, donc on voit qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes, de blocages, d'événements conjoncturels et structurels qui ne sont pas forcément positifs. Quels sont ceux qui vous paraissent, vous, les plus, on va dire, les plus menaçants ? Alors, ceux essentiels ont déjà tout été dit. C'est clair qu'on a cette menace, entre guillemets, de augmentation des taux de financement. On a commencé à voir légèrement cette année les taux un petit peu à la hausse. Mais très sincèrement, ce n'est pas forcément la crainte la plus importante, puisque je pense que compte tenu de la situation, il va y avoir cette tendance baissière des taux qui existe, dont on a profité déjà depuis pas mal d'années, devrait se maintenir compte tenu de la conjoncture. Ça reste un élément vital pour pouvoir inciter les particuliers à poursuivre leur démarche d'acquisition et d'injecter leur argent dans le circuit économique. Donc, ensuite, nous avons effectivement la difficulté, par contre, d'obtenir ces financements. Et en ce qui nous concerne, il est vrai que depuis quelques semaines, et seulement depuis quelques semaines, ça n'a pas été flagrant lorsque la loi est passée, mais la fameuse barrière des 33% a commencé à faire tomber quelques dossiers. Alors, c'est mince, le pourcentage est faible, mais on commence effectivement à avoir des profils qui, habituellement, pourraient passer avec un reste à vivre de manière très confortable, ne plus pouvoir obtenir aussi facilement, d'être contraints à mettre plus d'apports, etc. Donc là, effectivement, on est sur une démarche qui peut représenter un frein. Et il est vrai que, pour reprendre ce que l'on disait à l'instant, c'est qu'on a en troisième point une rareté qui commence à se dessiner sur les actifs disponibles à la distribution, à la commercialisation. Et là, très clairement, ce à quoi nous sommes confrontés en tant qu'opérateurs, puisque
Au sein d'ICAP, on agit essentiellement sur du dispositif Pinel dans le neuf et le réhabilité, neuf et ancien Pinel, et puis dans le déficit foncier. Un petit peu Malraux, mais beaucoup moins que mon confrère d'Histoire et Patrimoine, Carrick. C'est gentil. Mais voilà, on a effectivement quelques opérations qui se font également dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'en tant qu'opérateur, le nerf de la guerre, c'est la négociation des permis, des autorisations avec l'urbanisme. Et là, c'est vrai que la période du confinement qui nous impose un certain retard dans ces démarches-là, les élections qui ont également été, je dirais, perturbées, et donc les nouvelles équipes arrivantes, pas forcément, je dirais, totalement disponibles. Et puis, effectivement, sans faire de politique, il est vrai que les tendances vertes qui se sont développées sur toute la France ne nous laissent pas forcément sereins. Même si on est à l'époque de l'investissement socialement responsable, on sait très bien que c'est la tendance et que ça doit être notre quotidien et on le vit violemment en ce moment. On n'a pas encore suffisamment de recul pour être capable de définir ce que vont exiger ces nouvelles tendances politiques auprès de l'urbanisme. Donc là, pour nous, on a un vrai frein, parce que, comme on le disait à l'instant, qui dit rareté de l'offre, dit augmentation, effectivement, des prix des fonciers. Ce qui n'est pas le cas pour le moment encore. Enfin, nous, on ne le constate pas à ce niveau-là. On constate, au contraire, une certaine... Au niveau du prix au mètre carré final, là, on va parler du prix au mètre carré dans l'ancien, on a constaté plus une diminution de l'augmentation, donc une augmentation toujours, mais faible, sur certains secteurs, et puis sur d'autres secteurs, sur d'autres grandes métropoles quand même, sur ces derniers mois, une légère baisse du prix au mètre carré. On imaginait sur Paris, par exemple, un prix au mètre carré qui allait atteindre en moyenne les 11 000 euros dans l'ancien. Eh bien non, la tendance est légèrement inversée. On est plus proche des 10 500, 10 600, ce qui est déjà important. Et il est vrai que nous avons tous, et les particuliers en premier, profité de cette belle période de ces dernières années, de ces 20 dernières années, de cette embellie d'immobilier. Donc qu'il y ait une stagnation ou qu'il y ait un frein à l'évolution du prix au mètre carré, quelque part n'est pas plus mal. Mais par contre, voilà, est-ce que cette tendance va se confirmer? Est-ce que, de par la rareté des fonciers, on va se retrouver avec des fonciers beaucoup plus chers? Là, on attend encore les dispositions de l'État qui, peut-être, va nous offrir de belles surprises. C'est vrai que la Fédération des promoteurs immobiliers a d'ailleurs alerté sur le manque d'offres cruciales dans le neuf et tente justement auprès des autorités de faire valoir certains arguments. Arik Poney, sur les freins que vous voyez? Sur les freins, de manière générale, dans toute crise, il en sort toujours quelques perdants, mais aussi des gagnants qui savent saisir les opportunités. Je voudrais juste un peu nous mettre tous ensemble et nous dire la qualité du conseil qu'on doit apporter. Et ces problématiques de financement qui sont certes présentes, en réalité, il peut aussi y avoir quelques opportunités. On parle de 60 milliards, c'était arrêté à juin, mais là aujourd'hui c'est 100 milliards d'argent économisé. Il faut sortir, en tout cas quand on apporte un conseil à un client, de ce sacro-saint pas d'apport pour avoir du rendement maximum. Au contraire, les 100 milliards qui ont été économisés peuvent largement suffire à contenter les banquiers et à rassurer le banquier sur la qualité de l'investisseur et la qualité de sa volonté d'aller au bout de son investissement, et quelque part donner ce premier apport, ce premier jet qui a été économisé. Donc finalement, pourquoi il a été économisé? Pour se sécuriser. Et pourquoi vous faites de l'investissement immobilier? Pour se sécuriser aussi. Donc quelque part, on met en confrontation ces deux idées qui sont bonnes. Servez-vous de l'apport que vous avez, de l'épargne que vous avez mis pour justement sécuriser le banquier et aller chercher le vrai levier de l'immobilier pour aller favoriser votre financement. Donc c'est vraiment l'important, c'est dans une période de crise, c'est la qualité du conseil qu'on va apporter aux clients, la qualité de la démarche en tout cas et l'explication qu'il y a derrière tout ça. Et finalement, si le client a mis de l'argent de côté pour se sécuriser dans une période difficile, alors surtout sur les fiscalités que nous on rencontre, on est plus confronté à des tranches à 30 ou 41%, donc le volume d'épargne est beaucoup plus important. Servez-vous de ce volume d'épargne pour montrer au banquier la qualité de votre dossier et quelque part vous ouvrir la porte à des nouveaux placements. Alors c'est valable pour mes produits, mais je pense que c'est tout aussi valable pour les produits en Pinel qui peuvent être commercialisés. Au contraire, c'est de se servir de cette épargne plutôt que de dire il faut chercher le taux de rendement net, etc., sans aller mettre d'apport. Donc c'est l'agilité, j'ai envie de dire, des opérateurs qui feront que le client sera à même d'aller au bout de sa logique d'investissement
en tenant compte de ce qui vient de se passer, parce qu'on parlait d'évolution, c'est très compliqué d'avoir une évolution à court terme. Par contre, ça, c'est quelque chose qui, tout de suite, je veux dire, si vous analysez les fonds de vos clients, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'effectivement, ils ont de l'argent de côté. Par contre, ils n'arrivent pas encore à franchir cette barrière. En quoi cet argent va me servir? Il me sert à me protéger, mais finalement, je peux largement me servir de cette protection comme un atout et quelque part comme une opportunité qui doit être saisie en période de crise. Donc c'est vraiment renforcer la qualité du conseil. Et au-delà de ça, c'est accompagner le client. C'est une démarche qui est beaucoup plus compliquée que d'aller subir, mais c'est en renforçant la qualité de ce conseil que les opportunités vont naître, et donc on pourra aller sur des potentiels, un potentiel qui reste pour moi le plus important, le potentiel immobilier. Donc vraiment, je vous invite à ne pas être dans un carcan qui était celui de l'année dernière, des taux bas, des banques qui prêtaient, etc. Mais finalement, la solution a évolué, et servir de cette évolution pour renforcer la qualité de vos conseils et la pertinence des produits que vous aurez à proposer. Ouais, donc finalement, c'est une période difficile, mais qui peut aussi faire naître une certaine créativité en s'adaptant. Dans toute menace, naît une opportunité. L'agilité est le maître mot en période de crise. Donc c'est vraiment le monde d'après. Quelque part, on peut le vivre, mais c'est à nous de renforcer la conviction qu'on peut avoir dans ce monde d'après, et surtout de trouver les leviers, les outils. Alors nous, j'ai envie de dire, depuis 30 ans, on s'adapte à toutes les fiscalités qui peuvent évoluer. Quand on est dans un bâtiment ancien, vous savez, il faut trouver des solutions. Comment je vais faire avec ce bâtiment, avec 6 mètres de hauteur sous plafond, les ABF qui sont derrière moi, le client qui a des contingences, pour faire rentrer quelque chose qui correspond à son besoin. J'ai envie de dire, c'est un peu l'ADN de la société que je représente, mais finalement, c'est l'ADN de tout investisseur immobilier. Je pense qu'il n'y a personne qui vient et qui se dit c'est un rendement, sinon il va chercher un actif financier. Ils existent, ils sont largement promus, mais dans l'immobilier, justement, on va chercher une qualité, on va chercher autre chose. Donc vraiment, le maître mot, c'est l'agilité, et c'est quelque part de se servir de tous ces petits éléments qui sont à votre disposition pour renforcer la qualité de votre conseil et surtout trouver les opportunités qui, certes, même si le marché est un peu difficile, restent encore à disposition des clients. Alors, si je peux me permettre là-dessus, justement, c'est un clin d'œil aux confrères d'ailleurs qui ne sont pas présents. Je suis bien placé pour le dire, puisque nous avons une partie, comme je le disais tout à l'heure, qui est financière et une partie qui est immobilière. Et si vous regardez un petit peu, vous êtes promené dans les allées de Patrimonial depuis hier, vous constatez que beaucoup des gros opérateurs habituels et des grosses compagnies sont absents, et que beaucoup d'acteurs de l'immobilier sont présents proportionnellement. Donc ça aussi, je rebondis sur ce que dit Eric, parce que c'est, en tout cas pour nous, l'analyse que nous en faisons, c'est que nos structures, et en particulier la partie immobilière, a une capacité d'adaptation qui me semble supérieure aux capacités d'adaptation d'opérateurs financiers, compagnies d'assurance, dans la proposition de produits aux clients. C'est-à-dire que le produit qu'on est capable de proposer a une capacité plus intéressante de s'adapter en fonction de l'évolution d'un marché et en fonction, en l'occurrence, de la crise actuelle. D'accord. Alors il y a quand même un élément qu'on peut pas nier, c'est le manque de visibilité, Régis, sur les projets que vous allez financer. Quels vont être, comment vous êtes adapté, comment vous faites évoluer vos critères de sélection, vos points de vigilance. Alors effectivement, de cette crise est né de nouveaux points de vigilance sur les opérateurs, puisque mon métier c'est d'être au contact des opérateurs, de sourcer les opérations de nos partenaires, de les identifier, de les analyser. Donc bien évidemment, on a augmenté les lignes de notre grille d'analyse, de notre grille de lecture sur les opérateurs, sur leur fiabilité financière, leur fiabilité à mener un projet dans de bonnes conditions, de l'amener au bout et dans de bons délais. Donc ça, c'est un premier point de vigilance sur l'opérateur que l'on sélectionne. Donc chez M Capital, on est très vigilant à cela. Sur l'historique. Sur l'historique, oui, sur son track record, sur son historique, et sur sa capacité à l'instant T, parce que certains ont été désorganisés malgré tout, sa capacité à réagir à la crise, on parlait d'agilité, sa capacité à mener à bien le projet en cours que l'on avait initialement sélectionné. Donc on est auprès d'eux, on les accompagne aussi, on propose des services pour qu'ils puissent, eux, passer cette crise le mieux possible. Et le deuxième point, c'est le bilan de promotion immobilière, c'est-à-dire qu'à un moment, la vérité des chiffres est telle qu'on met bien évidemment notre nez dans toutes les lignes du bilan de promotion immobilière. Et là, pour le coup, on est encore plus sélectif sur ce bilan de promotion immobilière, sur l'opération. La règle d'or reste l'emplacement.
et l'équation entre l'emplacement, le prix de sortie dans son prix de marché. Donc on est encore plus sélectif là-dessus pour limiter le risque pour nos investisseurs. Et dans un bilan de promotion immobilière, les curseurs, ils ne sont pas très nombreux en fait. On a quand même 3 grands curseurs. C'est le prix d'achat du foncier, le coût des travaux et les prix de sortie. Donc quand on prend un projet en cours de route, que le foncier a déjà été acheté, on sait très bien que les coûts de travaux aujourd'hui, pour X raisons qu'on n'aura pas le temps de développer là, mais augmentent également. On est très vigilant sur les prix de sortie et sur leur cohérence dans leur marché. Voilà les 2 points de vigilance principaux. Est-ce que les financements aujourd'hui sont un peu plus complexes ? Alors, Ou vous ne percevez pas encore forcément de blocage ? Non, pas encore. Pour l'instant, nous finançons des projets plutôt dans l'immobilier résidentiel. Je crois que vous l'avez compris. On regarde avec un petit peu plus de recul, de hauteur, les projets dans le tertiaire. On va laisser passer un petit peu de temps, voir comment les choses évoluent. Mais tous les projets que l'on source dans l'immobilier résidentiel sont des projets solides, que l'on a déjà validés ou prévalidés. Ils sont parfois juste en stand-by. On attend maintenant un élément déclencheur. Ça peut être un permis de construire. Mais ils ne seront pas forcément plus compliqués à financer. Ça sera peut-être un petit peu plus long. On ne sera peut-être pas dans la temporalité que l'on avait évoquée initialement. D'accord. Alors maintenant, on en arrive aux outils de défiscalisation, Arik. Toujours avec l'idée, bien sûr, d'adapter l'outil au profil, aux objectifs de l'investisseur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les outils aujourd'hui qui sont peut-être que vous recommandez le plus et aussi qui sont le plus sollicités, demandés par les investisseurs? Vous me permettrez de faire un peu de régal sur pour mon église. Nous, on est sur... en fait, la logique est la même pour tous les opérateurs qui sont dans l'ancien. C'est vraiment de se poser la question de savoir comment elle est optimisée. Quand on parlait des difficultés en centre-ville, pour un investisseur qui chercherait de l'hypercentre, c'est vrai que la loi Malraux, vous savez qu'on est en secteur sauvegardé, donc nécessité dans la loi Malraux d'être en hypercentre. Alors après, on va pouvoir avoir des mêmes leviers puisque c'est une réduction d'impôt, donc ça va ressembler, pour ceux qui maîtrisent un peu moins bien, ça va ressembler un peu à de la Pinel puisqu'on va avoir ces éléments-là. Quand on est sur de l'ancien avec une partie qui était pas du logement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui... on le sait bien parce que nous on est quand même affilié à un grand groupe qui a beaucoup de foncier, beaucoup de commerces, et les commerces aujourd'hui souffrent. Donc quand on doit réhabiliter un ancien local commercial, il existe la possibilité d'être en Pinel réhabilité et en déficit foncier, puisque la partie réhabilitation peut se faire en Pinel, donc il a exactement la réduction d'impôt. Et plutôt que d'avoir le contre-coup, c'est-à-dire d'avoir la fiscalité qui va être générée par les revenus, il va déjà se générer un déficit foncier à venir pour enregistrer. Donc c'est vraiment de l'adaptation. Et puis, encore une fois, on a tout ce qui est monument historique. J'insiste, parce que le monument historique, parfois, pas maîtrisé, je ne sais pas, etc. Donc, je vous invite à passer sur notre stand, même si vous n'êtes pas nous voir, il y a un petit film qui résume le monument historique. Mais juste pour vous expliquer que, voilà, c'est du déficit foncier, c'est ni plus ni moins que du déficit foncier. Donc, une fois que la logique, on va dire, comptable j'ai des entrées, j'ai des sorties, la seule chose, c'est que quand j'ai plus de sorties que d'entrées, plutôt que d'avoir un déficit qui est limité, j'ai pas cette limitation. Donc c'est vraiment adapter les produits et surtout être capable, j'insiste sur la notion de conseil, mais elle est primordiale quand on parle de nos produits, être capable d'avoir une palette qui soit beaucoup plus large que d'aller sur un investissement basique, même si encore une fois, le Pinel a aussi cette nécessité. On parlait du manque de logement qui est aussi important, donc il faut aussi qu'on puisse le combler. Et on se rend compte là aussi que sur des produits très atypiques, puisque quand on réhabilite des châteaux ou des châteaux industriels, eh ben on a une vraie demande, même pour de l'accession. Donc là aussi, s'ouvrir un peu à tiens non, c'est qu'un produit d'investissement. Non, aujourd'hui c'est encore petit, mais on a entre 10 et 15% de nos programmes qui sont destinés à de l'accession. Donc des gens qui vraiment se projettent dans quelque chose de différent sur même la résidence dans laquelle ils doivent habiter. Donc ne limitez pas la palette et ouvrez, je parle de mes produits, mais tous les autres opérateurs en ancien ont aussi cette capacité à vous proposer des choses intéressantes ou en tout cas des choses diversifiées. D'accord. Le marché, le credo du monument historique, aujourd'hui, ça représente encore un faible
Si on est, je pense qu'on est moins de 2% du marché, donc on est vraiment tout petit, on est dans un micro-marché avec une approche fiscale qui est importante, mais de laquelle on sort progressivement pour aller plus sur de l'approche aussi patrimoniale. On recherche maintenant, et le développement qu'on a avec Histoire et Patrimoine, c'est vraiment d'aller chercher des produits qui sont complètement différents et qui vont avoir plus un attrait pour la pierre, un attrait pour la belle pierre, et surtout les conditions de réhabilitation. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un chantier des ABF, on parlait des augmentations de coûts. Nous, c'est quelque chose, depuis 30 ans, on a des ABF qui nous demandent de refaire parce qu'ils ont retrouvé une photo, enfin plutôt une ancienne peinture qui disait qu'à cet endroit-là, il y avait telle fenêtre et donc il faut la réhabiliter. Donc c'est toute la beauté de notre métier, c'est tout aussi l'importance de suivre. C'est un projet chez nous est très évolutif et le client a besoin de se voir expliquer, y compris au fur et à mesure des travaux qui peuvent parfois déborder et après la livraison. Donc c'est toute l'importance de la chaîne de qualité qui doit être présente, j'ai envie de dire, du début à la fin. D'accord. Et sur le Malraux, justement, ça a la possibilité d'être vraiment en cœur de ville. C'est que du cœur de ville. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un marché qui est encore aussi pareil, un peu moins limité, mais quand même qui est... Il est limité parce que c'est difficile de trouver un immeuble, puisqu'il faut trouver un immeuble complètement à réhabiliter. Donc et puis on se bataille tous, on est tous sur un micro-marché, donc plus il y a d'opérateurs. Ouais. Mais le Malraux, c'est vraiment la possibilité, avec un vrai levier fiscal qui est important, de retourner sur des produits centre-ville et surtout sur des produits qui vont être du neuf dans l'ancien, puisque aujourd'hui, si on veut faire du neuf, il faut s'éloigner du centre-ville. Là, on est vraiment au cœur de ville et c'est du neuf dans des locaux. Si vous avez l'occasion d'être pas très loin de Versailles, on en est un peu loin aujourd'hui, mais passez du côté de l'ancien hôtel du surintendant de Versailles, vous y verrez ce qu'on a pu produire. C'est une livraison qu'on a faite il n'y a pas longtemps. C'est un sujet de travaux difficile, mais voilà, dans du Malraux, on peut faire des vraies choses de qualité, des vraies choses qui permettent tout le confort moderne avec toute l'historique du bâtiment qu'on réhabilite. D'accord, donc à la fois en région parisienne et en région. Ah oui, parce que le cœur de ville, ça s'adapte aussi bien à des villes comme Poitiers, Angers, ou bien sûr, alors, en région parisienne, ne cherchez pas chez Versailles, moi du Malraux à Paris. Ouais. Voilà. Celui qui arrive à développer du Malraux à Paris, bravo. Oui. Mais ça fait des prix de sortie qui sont complètement délirants, donc on ne cherche même pas. C'est vraiment plus des villes historiques, Versailles, Saint-Germain, toutes ces villes-là qui peuvent aussi avoir encore un intérêt et un patrimoine important. D'accord. Salvatore, au niveau des solutions qui vous sont demandées le plus par vos clients et par vos partenaires CGP ? Alors, en ce qui nous concerne, c'est vrai que la population de partenaires qui travaillent avec nous sollicite énormément sur deux sujets bien distincts en immobilier. Le Pinel, l'immobilier neuf, parce que là, il s'adresse à une typologie d'investisseurs avec une fiscalité particulière, avec une tranche particulière. On n'est pas forcément dans les tranches les plus hautes. Nous sommes face à des particuliers qui souhaitent investir dans la pierre, qui ont envie de se constituer un patrimoine, mais qui n'ont pas forcément les profils que l'on peut trouver auprès de ceux qui vont s'intéresser à des fiscalités comme le déficit foncier, le Malraux, le monument historique. Donc ça, c'est une catégorie. Et l'autre catégorie qui est également très importante, c'est celle justement des tranches plus élevées, avec des produits qui sont plus rares, qui est le déficit foncier et parfois le Malraux. Donc tout à l'heure, on parlait de critères. En ce qui nous concerne, les critères de choix pour bâtir ces opérations, pour concevoir ces opérations, en réalité, en ce qui nous concerne au syndicat, n'ont pas réellement changé par rapport à ce qui se passait avant la crise. Tout simplement parce que lorsque nous lançons une opération, la première des sécurités pour nous, et c'est comme ça que l'on va bâtir un bilan à l'origine, c'est de savoir si on est capable de commercialiser. Et si vous, nos partenaires, êtes capables de commercialiser rapidement l'opération, puisque l'enjeu financier et l'équilibre de la réalisation finale des travaux va dépendre au départ de cette commercialisation. Donc ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de sonder nos partenaires, de leur expliquer, voilà, on a envie de se positionner à tel ou tel endroit, et de préférence, comme on travaille sur les partenaires sur toute la France, donc les secteurs ne sont pas limités, pour d'abord avoir un premier avis du marché. Forcément, étant donné que la majorité de nos fonciers nous sont aussi apportés par vous, nos partenaires, puisque ce sont souvent des fonciers qui ne sont pas sur le marché, sur lesquels nous travaillons sur des actifs qui ont peu de concurrence,
eh bien, ça renforce en tout cas notre capacité d'analyse locale. Vous êtes aussi des professionnels, vous avez votre regard, vous avez votre crédibilité aussi pour nous apporter certaines informations. Donc le critère de la localisation va être, alors le critère d'être capable de commercialiser derrière, mais bien entendu, je rejoins les confrères ici, la localisation pour nous est aussi un critère qui va aider à la commercialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une population de partenaires qui ne souhaitent pas ou qui ne sont pas motivés à devoir argumenter de l'intérêt de telle ou telle commune qui est en périphérie même d'une grande ville, même si la commune est très intéressante, même si économiquement c'est très intéressant d'y investir, c'est plus compliqué de le faire savoir aux clients. Alors que lorsqu'on est sur du Paris, région parisienne, lorsqu'on est sur des centres des principales métropoles, Lyon, Bordeaux, là où nous travaillons, Lille, et la région PACA, puisque nous sommes très présents en région PACA, il y a forcément moins de difficultés de conviction pour nous vis-à-vis de vous et de vous vis-à-vis de vos investisseurs. Donc les secteurs sur lesquels nous travaillons, et nous sortons des opérations en ce moment en Pinel, en région parisienne, puisque là on arrive à travailler sur des secteurs où les prix au mètre carré sont encore intéressants, et avec ce qui se passe, on a un intérêt d'une certaine partie de la population investisseur pour sortir du tout proche Paris et pour aller un petit peu plus loin en banlieue. Et puis sur le sud de la France, puisqu'on travaille en dispositif déficit foncier sur la région PACA, précisément une opération qui va sortir dans quelques semaines sur Valoris, qui est situé entre Antibes et Cannes, et puis un projet qui est imminent également et qui est effectivement un cœur de ville en Malraux, qui est situé à Aix, sur le cours Sextus, et qui va sortir là dans quelques semaines, et peut-être même plus tôt si nous parvenons à vous fournir les projets anticipés de cette très belle opération qui arrive en Malraux. D'accord. Ok. On en arrive maintenant aux perspectives pour 2021. Est-ce que l'horizon va être plus clair? Les perspectives, elles sont-elles plus stables? Enfin, l'environnement, est-ce que l'environnement va être plus stable? Régis, est-ce que vous êtes confiant sur le développement de l'offre pour l'année prochaine, enfin en tout cas dans les mois qui viennent? Oui, je suis plutôt optimiste. Je suis un garçon optimiste, mais je suis plutôt optimiste pour notre marché, pour toutes les raisons que l'on a déjà évoquées, avec un bémol, je crois que vous l'aurez compris, c'est la délivrance des permis de construire. Je pense que la chaîne de production doit absolument se débloquer rapidement et dans de bonnes conditions. Ce qui me fait être optimiste, c'est qu'aujourd'hui, les permis de construire qui ont été déposés ces derniers mois, ils ont eu le temps d'être instruits, on a eu un certain nombre d'allers-retours, pour ne pas dire incalculables. Donc ce sont des projets qui sont très aboutis, des projets très qualitatifs, des projets où il y a une volonté municipale, des projets où il y a la volonté de l'opérateur de construire des logements qualitatifs. Et il y a un point très important chez la majorité des opérateurs, un point de préoccupation, c'est la qualité d'usage. Aujourd'hui, la qualité d'usage des logements est au centre des préoccupations des opérateurs, et ce qui améliorera d'autant les sorties commerciales et la capacité à vendre des logements qualitatifs. Donc je suis optimiste pour cela. Je suis optimiste aussi parce que la demande sera toujours présente. En 2021, on aura toujours une forte demande. Et si on arrive à mettre l'offre en face, la demande, notre marché de l'immobilier résidentiel se portera très bien. Et enfin, je suis très optimiste parce que chez M Capital, nous finançons des projets, et nous sélectionnons des projets ultra qualitatifs, et il y en a un certain nombre qui sont dans les tuyaux, dans le pipe, qui sont bloqués pour différentes raisons et qui vont arriver très rapidement sur le marché, sur notre plateforme d'investissement participatif Builder par exemple. Vous pourrez y jeter un œil. On aura dans ces prochaines semaines des très beaux sujets que j'ai sourcés il y a longtemps maintenant. Voilà. D'accord. Au rang des contraintes, l'arrivée sur le marché de la norme RE 2020. Ouais, donc il va entrer en vigueur en 2021. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ou Alors le petit point d'inquiétude, c'est l'augmentation des coûts, bien évidemment, parce que qui dit nouvelle norme dit nouvelle obligation et donc augmentation des coûts de construction, on peut s'y attendre. Maintenant, la plupart des opérateurs avec lesquels je travaille ont anticipé l'arrivée de cette norme qui est applicable au 1er janvier 2021. Elle s'appelle RE 2020, mais elle sera applicable au 1er janvier 2021.
Est-ce qu'elle sera de suite appliquée? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais toujours est-il, la plupart des opérateurs l'ont anticipé. Dans leur bilan, les coûts de travaux sont prévus, donc il n'y aura pas d'impact violent. Oui, pas de surprise. Non, je pense pas. Et elle va, cette norme RE 2020, elle touche beaucoup l'empreinte carbone finalement de l'opération. Elle ne va pas bousculer l'équilibre financier d'un bilan de promotion. Donc pour moi, ça, c'est pas un point d'inquiétude majeur. D'accord. Arik, sur l'évolution de la demande, quel est votre sentiment pour les prochains mois? La demande, pour l'instant en tout cas, elle reste forte. Enfin, il y a toujours une appétence qui est réelle et qui est importante sur le marché de l'immobilier. Le tout, c'est de faire correspondre la demande à une offre aussi qui soit acceptable et qui soit finançable, puisque vous avez compris que c'est un peu le sujet autour duquel on tourne tous aujourd'hui. Je suis surpris qu'on puisse développer du Hex. À mon avis, ça va être un très beau produit, donc bravo Salvatore. Donc non, voilà, il y a encore la demande, elle est là. C'est vraiment adapté. On voit qu'on a sorti, pour ce qui nous concerne, un produit sur Douai. Alors Douai, si vous avez l'occasion encore une fois de passer au centre, c'était pas la ville qui pouvait avoir un attrait, mais on a un maire sur Douai, et c'est aussi l'importance, et peut-être une crainte, mais je veux pas non plus ne pas faire preuve d'optimisme. C'est aussi l'importance d'avoir une continuité dans les mairies. Et c'est vrai qu'on voit que dans les mairies où il y a une certaine continuité, et je prends l'exemple de Douai parce que le maire a vraiment inscrit tout son raisonnement, qui bien sûr s'est verdi au cours du temps, mais en tout cas c'est important d'avoir une continuité. Et ma crainte, voilà, pour la laisser transpirer, c'est peut-être un changement trop abrupt dans les collectivités qui viennent de changer. Donc c'est vrai que nous, on aime rester dans des collectivités, voilà, même si bien sûr on s'intéresse, on ne va pas s'interdire d'aller regarder Lyon, Bordeaux ou Strasbourg, mais voilà, c'est cette crainte et plutôt un renforcement sur les produits où il y a une forme de continuité, en tout cas pour 2021, en espérant que d'ici 2022, il y aura suffisamment d'huile dans les rouages et que tout fonctionne bien au niveau de la délivrance des permis, parce que c'est vrai que ça a tangué un peu ces derniers temps. Voilà. Ouais, donc Arik, vous avez souligné justement l'importance du soutien des collectivités. C'est extrêmement important. Voilà. C'est vraiment ce qui fait en tout cas pour nous, quand on a des projets importants, la réussite de nos projets, c'est quand on a une mairie qui est disponible et surtout qui réadapte, puisque nous, parfois, c'est souvent des bâtiments qui ont été laissés à l'abandon, donc qui réadaptent le centre-ville en se disant je vais faire une continuité et quelque chose avec des transitions douces. C'est un peu dans l'air du temps de parler de transition douce, mais voilà, de pouvoir s'inscrire réellement en travaillant avec les collectivités. Donc tant qu'on a de bonnes relations avec les collectivités qu'on maîtrise, et puis celles qu'on ne maîtrise pas encore, il nous reste encore à les découvrir, à aller parler avec elles. D'accord. Salvatore, est-ce que vous êtes confiant pour la dynamique des prochains mois pour le marché ? Écoutez, je vous dirais deux choses à ce sujet-là. L'indice qui effectivement fait que nous avons une certaine confiance en l'avenir, il est assez basique, vous allez comprendre, c'est que pour l'instant, il semblerait que notre gouvernement ne souhaite pas reconfiner. Donc ça, c'est un élément majeur pour les semaines et mois à venir. Et je pense qu'il y a cette résistance qui va faire que, je l'espère, on ne va pas se retrouver dans la période dans laquelle on a été tous plongés, dans laquelle le monde a été plongé il y a quelques mois. Parce que je pense qu'on a bien compris que les conséquences seraient bien trop catastrophiques. Donc ça, c'est quand même un élément qui sécurise, même si on a la mémoire courte, je dirais c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit. Ensuite, l'autre est tout aussi simple, c'est qu'on n'a pas le choix que d'être positif par rapport aux perspectives. Et votre présence ici le prouve, malgré les circonstances, et il y a une partie, malgré tout, des acteurs du marché qui s'activent, qui sont présents. Et forcément, si notre économie et si nos projets immobiliers doivent se poursuivre et se développer de manière encore plus intéressante, étant donné qu'on sait que l'immobilier est un secteur qui sécurise historiquement, qui a toujours sécurisé, et il en fait la preuve encore aujourd'hui, qui sécurise l'investisseur final. Alors oui, effectivement, nous sommes plutôt positifs. On va rester mesuré, mais forcément plutôt positif. C'est aussi notre nature. Vous savez, et là les personnes présentes le savent très bien, lorsque vous faites de la gestion de patrimoine, la première chose qu'on vous dit de faire pour savoir ce qu'il faut préconiser à un client, c'est de faire son audit, savoir quelle est sa situation, son profil. Et puis on en arrive ensuite à quelles sont ses attentes et quelle est sa sensibilité. Et on a beau vouloir lui préconiser des solutions merveilleuses ou particulières, à la fin,
en majorité, c'est sa sensibilité qui le définit. La preuve, pendant des années, on a dit qu'il fallait arrêter d'investir sur les fonds euros, se mettre sur les UC. Quand on regarde les résultats de la collecte d'assurance vie, en majorité, on reste toujours sur une collecte en fonds euros. Alors qu'on précise bien, parce qu'on a cette sensibilité-là. Dans le domaine de l'immobilier, c'est la même chose, effectivement. On a une volonté aujourd'hui de l'investisseur d'aller engager sa trésorerie. On le sait, on le sent, ça nous est dit. Maintenant, c'est vrai qu'ils regardent peut-être un peu plus leurs projets. Donc à nous, opérateurs, de répondre encore mieux à leurs exigences, qu'elles soient sur les plans de la qualité de construction, de la localisation, de la rentabilité, voilà, qui sont les critères principaux qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir participer à ce développement et ils vont nous faire participer au développement. Très bien, merci. Alors, on est quasiment arrivé à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que la tablette, voilà. Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Il a été présenté en début de conférence l'importance et même la résilience du marché résidentiel, à travers quelques chiffres, et paradoxalement, on va dire, une certaine faiblesse sur ce marché à travers les instruments financiers type OPCI, les CPI et les foncières cotées. Avec des chiffres de données. Donc, première question, pourquoi ce constat, pourquoi cette si faible représentation à travers l'immobilier d'un côté pierre-papier? Et deuxièmement, comment vous voyez cette évolution? Est-ce qu'on peut assister dans les années à venir à un rééquilibrage, à plus de financiarisation sur le marché immobilier résidentiel? Ce que je peux dire, en tout cas, pour connaître pas mal le marché de la pierre-papier, c'est qu'effectivement, historiquement, les sociétés de gestion se sont positionnées sur le bureau, mais que de plus en plus, en tout cas, on sent une appétence pour le résidentiel, ce que vous devrez confirmer certainement. Alors effectivement, moi je vous confirme cette position. Il est vrai que pourquoi plus d'immobilier professionnel, immeubles, bureaux, commerce en particulier, et entrepôts ensuite, tout simplement parce que les sociétés de gestion se sont adressées pendant des années à des institutionnels avec des actifs, avec des moyens plus importants et donc des actifs plus importants à acquérir, et une facilité de gestion avec des actifs plus importants. Et c'est vrai que lorsqu'on discute avec certains institutionnels ou certaines sociétés de gestion, faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, de l'épicerie avec des logements diffus, ou voire même quelques immeubles d'habitation, eh bien, c'est un peu plus compliqué, un peu plus coûteux. Mais le marché aujourd'hui est tel, et je pense que vous le verrez très prochainement, j'en suis certain, de nouvelles SCPI vont arriver sur le marché du résidentiel. Donc on va avoir, à mon sens, cette tendance. Alors on est loin encore de pouvoir rivaliser avec la partie professionnelle, mais je dirais la tendance est effectivement là, et on va avoir quelques SCPI qui vont à nouveau revenir, parce qu'il y en a eu un peu plus à une époque. Là, on va avoir un marché nouveau d'acteurs qui vont organiser ces produits-là, avec de la fiscalité. La demande, en fait, est bien présente, mais en fait, elle est contrainte par l'offre. L'offre de biens est très... Par rapport au bureau, qui est un marché profond, l'offre de biens en résidentiel, pour les institutionnels, elle est très limitée, pour le moment. Et l'organisation est plus compliquée. Et oui, ouais. Oui, après, il y a aussi, voilà, je pense, je ne suis pas du tout un professionnel, mais en tout cas, le coût de la gestion aussi sur un marché de résidentiel n'est pas, semble-t-il, le même. Les durées de baux ne sont pas les mêmes, c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de turnover. Donc, c'est vrai que quelque part, on laissait un peu le résidentiel aux investisseurs en direct, et c'est tant mieux pour nous, puisque nous, on fait pas de pierre-papier du tout. Après, les gros opérateurs vont y venir. La vraie difficulté, c'est de faire du picking, un bâtiment, enfin un appartement par-ci, un appartement par-là. Et donc, déjà un coût de recherche, un coût de gestion qui va être... Alors que pourtant, les rentabilités sont plus importantes. En tout cas, voilà. Sur des biens. Oui, parce qu'on arrive à avoir du 5%, sans compter sur du Pinel, on a 2% de réduction par an. Donc si on ajoute, pour l'investisseur, pour le... Oui, bien sûr. Oui. Ça lui fait l'équivalent de 7%, qui est très compétitif par rapport au SCPI bureau. Ah, oui. Oui, tout à fait. Peut-être une autre question avant de finir. Oui, monsieur. Bonjour. Dans la continuité de cette question, est-ce que le télétravail, ça va avoir un impact sur les SCPI et tout ce qui va être bureau, justement? Parce que si les entreprises vont se tourner vers le télétravail un peu plus, ça pourrait avoir un impact sur ce système de...
Alors, pareil, je ne suis pas société de gestion de portefeuille en immobilier, donc je ne vais pas me permettre de dire quel est l'impact ou quelles vont être les conséquences. Je vais simplement vous faire part de notre expérience dans ce domaine-là. Effectivement, le fonctionnement du bureau tel qu'on l'a connu aujourd'hui va évoluer. Donc ce sont aux opérateurs de bureau de s'adapter. Dire qu'il va disparaître, qu'il va y avoir que du télétravail, etc., j'en suis pas convaincu. Puisqu'on commence maintenant à en revenir sur les grandes qualités du télétravail. On en a vu les qualités, mais on commence à en voir les limites, et je peux vous dire que les chefs d'entreprise en voient les limites. Donc forcément, il va y avoir une adaptation qui va se faire. Par contre, pour parler spécifiquement et on va dire sur l'actualité, au travers des différents produits que nous proposons à nos partenaires, nous avons entre autres un club deal et un produit qui est défiscalisation IR à 25% dans des investissements aux capitaux de PME. Ces investissements-là sont faits, et ça c'est intéressant pour un petit peu voir comment le marché évolue, au travers d'une société qui va exploiter des bureaux, des espaces professionnels. Et là on constate que le marché est très fort, très vif, c'est un micro-marché, mais qui, dès lors que les localisations, toujours la même approche, sont intéressantes, eh bien, il n'y a pas de crainte de disparition de cette démarche-là. C'est-à-dire que vous investissez au capital d'une PME qui va exploiter des business centers, mais pour acheter son business center, pour exploiter son business center, elle doit acheter son immeuble où elle va faire son activité. Donc là, ce sont des investissements qu'on constate très sécurisants parce qu'on a toujours un sous-jacent immobilier. On n'est pas dans de l'immobilier de bureau classique, on n'est pas dans du commerce, on est véritablement sur un secteur qui déjà avait le vent en poupe avant la crise et qui forcément l'a encore plus aujourd'hui. Donc là, ça fait 5 ou 6 ans qu'on travaille sur ce produit-là. La collecte devient de plus en plus intéressante et de plus importante grâce à vous. Mais c'est très clair que sur cette gamme-là, on sait que la partie occupant n'est pas un problème. En revanche, effectivement, les autres acteurs du marché qui ont de grosses surfaces vont devoir s'adapter. Alors après, le terme, je ne peux pas vous le dire. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé, et puis merci à vous d'avoir répondu présent à ce débat d'experts. Merci à vous. Merci, bonne journée.